Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews cet après-midi. C'est le début de 90 minutes info. On va évidemment évoquer la situation en Guadeloupe. La Guadeloupe otage de voyous qui bloquent l'accès à l'hôpital. C'est ce que nous dit Sébastien Lecornu. Alors, comment sortir de cette situation explosive alors qu'en Martinique aussi, la tension est à son comble ces dernières heures. Et puis on parlera évidemment de Jean Castex qui est à l'isolement depuis qu'il a été testé positif. Le gouvernement a-t-il été exemplaire dans l'application des gestes barrières? Ce sont les questions parmi d'autres que je vais poser à mes invités. Mais avant cela, un petit détour par l'Assemblée avec une question d'une députée de la France Insoumise. En pleine pandémie, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Les habitants s'approvisionnent avec des citernes qu'ils ont eux-mêmes payées ou avec des tours d'eau. Les enfants ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Les nappes phréatiques sont polluées au chlordécone qui empoisonne les corps et les terres. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, au pic de l'épidémie, il n'y avait pas de masques, pas de tests, pas de médicaments, pas de respirateurs. L'été dernier, à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on comptait seulement 2 infirmiers pour 100 patients. Avec 20% de lits en moins, l'hôpital était devenu un mouroir. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, le taux de chômage s'élève à 17%. 60% des moins de 30 ans n'ont pas d'emploi. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, les prix de l'alimentaire sont supérieurs de 32% à ceux de France hexagonale. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. Monsieur le Premier ministre, vous auriez pu investir dans l'hôpital public, dans les canalisations en ruine, dans la dépollution des terres. Vous auriez pu déclencher en urgence le plan Orsec eau potable, bloquer les prix sur les produits de première nécessité, écouter les revendications de la population qui, ne vous en déplaise, débordent largement les seules questions de mesures sanitaires. Mais non, à la place, vous instaurez un couvre-feu arbitraire et envoyez le RAID et le GIGN comme s'il s'agissait d'ennemis de la République. La matraque n'a jamais été une réponse à la colère sociale. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez la paix, le rétablissement de l'ordre républicain, comme votre ministre l'a dit avec outrance et mépris, commencez par mettre un terme à la maltraitance sociale de nos compatriotes guadeloupéens. En Guadeloupe et en Martinique, la situation est très grave. Vous devez impérativement choisir la désescalade et le dialogue. On ne lutte pas contre une épidémie en réprimant le peuple. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, représentant Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot. La première chose que je veux vous répondre, c'est d'abord notre solidarité vis-à-vis de l'ensemble du peuple guadeloupéen dans les circonstances difficiles qui sont les siennes aujourd'hui. Et ce qu'en responsabilité nous devons tous faire, vous comme nous, c'est tout simplement appeler au calme, à l'ordre, pour évidemment apporter des solutions aux problèmes qui peuvent exister dans la société guadeloupéenne. Alors ces problèmes, vous les avez énumérés. Et votre rhétorique ne m'a pas échappé, je vais y revenir. Mais ces problèmes, puisque vous les avez mentionnés, mentionnons-les. Vous avez parlé de l'hôpital public et des difficultés de l'hôpital public. Elles sont bien réelles. Mais c'est ce gouvernement qui investit 600 millions d'euros pour un nouvel hôpital public en Guadeloupe. Et les Guadeloupéens le savent très bien. Ils savent aussi que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que des problèmes qui sont très anciens sont justement en train de commencer à trouver une solution. Vous avez mentionné le problème de l'eau. Là aussi, vous avez raison. C'est un vrai problème que ce problème de l'eau. Quel est le gouvernement qui apporte une solution à ce problème? Ce gouvernement, parce qu'il a investi 100 millions d'euros alors qu'il s'agit d'une compétence des collectivités locales et il le fait en solidarité avec les autorités compétentes, précisément parce que nous ne mettons pas de cloisonnement entre les autorités locales et l'État, mais au contraire nous sommes en solidarité et en unité. Et donc aujourd'hui, vouloir souffler sur les braises n'est pas responsable, car le premier des droits des Guadeloupéens, c'est de vivre avec de l'ordre public. Et comme toujours, dans l'ordre public, ça protège tout le monde et tout particulièrement les plus faibles. Et donc vous êtes mal placé pour aujourd'hui attaquer le fait que nous ayons envoyé les forces de l'ordre. Parce que qu'encouragez-vous finalement? Vous encouragez le désordre. Comme d'habitude, ce que vous voulez, c'est souffler sur les braises. Vous soufflez sur les braises, tout simplement. Dès qu'il y a un problème quelque part, vous avez envie de l'exploiter. Vous n'aimez pas les solutions, vous aimez les problèmes. Les solutions, je viens de les indiquer. Les problèmes, vous aimez les souligner. Les Guadeloupéens sont évidemment, avec leurs élus, désireux de sortir de cette situation qui est trop chaotique. Nous sommes déterminés, fermes. Aujourd'hui, ceux qui prennent des balles réelles, ce sont les forces de l'ordre et c'est ça qui devrait vous scandaliser. Soyons tous unis avec les Guadeloupéens pour le retour à un ordre public républicain.
Merci, monsieur le ministre. Voilà, question vitriol à l'instant de Mathilde Panot et une réponse tout aussi vive juste après de Jean-Michel Blanquer qui accuse la France insoumise tout simplement de souffler sur les braises et de ne pointer que les problèmes. Bonjour Laurence Sailly, on va commencer avec vous. Il a raison, Jean-Michel Blanquer, qui représente, on le rappelle, Jean Castex, qui est à l'isolement en ce moment. Vous savez, Mathilde Panot, elle est élue de la République, mais elle déshonore la République parce que dans l'hémicycle, se permettre de remettre en cause l'action des forces de l'ordre qui sont là pour protéger les populations, avant tout, parce que les factieux qu'elle défend, ce sont des personnes qui pillent, qui volent, qui tirent à balles réelles sur des policiers. Voilà ce que fait Madame Panot, c'est-à-dire que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, elle se permet en fait d'encourager des factieux et d'aller contre ce qui représente notre République et l'ordre républicain. Donc bien sûr qu'il a raison de lui répondre ça, bien sûr qu'il y a des problèmes locaux qu'il faut régler, mais la France insoumise est vraiment, vous savez, c'est la décadence en fait de la politique me concernant, je pense vraiment ça. Ils sont contents de ce qui se passe parce qu'ils ont une nouvelle thématique. Comme ils voient qu'ils ne parviennent pas en métropole à mettre le feu justement avec leurs manifs hebdomadaires qu'ils encouragent, ils vont essayer d'importer le problème des Outre-mer justement en métropole pour pouvoir aller contre le pouvoir en place, non pas par les urnes, parce qu'ils savent qu'ils n'y parviendront pas, mais par justement le désordre et la force. Et c'est ça qu'être factieux. Loïc Hervé est avec nous également, sénateur centriste de Haute-Savoie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour rebondir sur ce qu'a dit Laurence Sailly à l'instant, je vous rappelle quand même que Sébastien Lecornu, avant même la réponse de Jean-Michel Blanquer, avait fait référence à ces agitateurs, à ceux qui ont été interpellés, comme à des voyous. Vous aussi, vous estimez que LFI aujourd'hui semble vouloir faire feu de tout bois ? Oui, mais c'est pas nouveau. Je veux dire, on sait très bien que l'extrême gauche, sur des mouvements sociaux, notamment des mouvements sociaux en Outre-mer, a fait feu de tout bois et va chercher la petite bête et chercher la déstabilisation. Donc c'est pas nouveau. En revanche, là où la question de Mathilde Panot est intéressante, c'est que l'état de la société martiniquaise et l'état de la société guadeloupéenne en dehors de la crise Covid sont des états extrêmement inquiétants sur un plan social. Donc c'est un effet, si vous voulez, d'étincelle dans une société qui est très précaire. Et le Covid n'a rien arrangé à ça. Oui, sur un plan social. On va y revenir. Là, c'était pas trop le propos, parce qu'à chacune de ses interventions, elle appuyait sa démonstration avec « mais tout va bien puisqu'on envoie le raid et le GIGN ». On voit bien l'ironie, la volonté ironique qui était la sienne. Là-dessus, il faut être très clair. C'est pas le GIGN ou le raid qu'il faut envoyer, c'est le ministre des Outre-mer. Honnêtement, voir que Sébastien Lecornu est encore à Paris à répondre à des questions d'opposition, son rôle, puisque si on veut mettre de l'ordre là-bas, il faut rétablir l'ordre public, c'est une chose, mais il faut engager le dialogue. D'accord, il y aura un dialogue, Jean Castex l'approuve. Non mais ne rien comprendre aux Outre-mer que de vouloir gérer ça depuis Paris avec des solutions parisiennes. Franchement, il faut que le gouvernement envoie un signal très fort par la présence d'un ministre sur place. D'accord, réaction Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, qui est autour de cette table. Je fais des présentations un petit peu dans le désordre, mais ça vous permet de vous faire réagir les uns après les autres. J'ai compris qu'on reviendrait sur la situation de la Guadeloupe du point de vue économique et social, donc je ne vais pas en parler là maintenant tout de suite. Mais ce qui est vrai, c'est que vous parliez de dialogue. C'est vrai qu'Emmanuel Macron lui-même, dans sa prise de parole sur le sujet, a dit il faut expliquer, donc parlant de la question du vaccin. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas du tout vu de explication, comme il dit. Je trouve que de manière systématique, les réponses aux inquiétudes sur le vaccin, et on voit bien que c'est possiblement un catalyseur, ça peut être la cause d'une explosion sociale qui dure et qui est très grave. Mais il n'y a pas eu de pédagogie, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de réponse jusqu'à présent. Et ça a été véritablement et à l'évidence maltraité. Et d'autre part, je lisais juste avant d'arriver qu'il va y avoir maintenant l'envoi de vaccins sans ARN, vaccins anti-Covid sans ARN, qui sont en fait réclamés par la population de la Guadeloupe depuis longtemps, y compris par le personnel soignant. Et donc typiquement, dans le cadre d'un dialogue et d'échange, ça aurait dû être entendu, ça aurait dû être compris, ça aurait dû être pris en compte. Et là, il est bien tard, hélas. D'accord, donc on a toujours un temps de retard, si je vous ai bien compris, l'un et l'autre. Valérie Gomez-Bassac, la Martinique,
là aussi, c'est en train de faire tache d'huile. Il y a eu des exactions ces dernières heures. C'est une situation qui doit nous interpeller. On rappelle quand même qu'il y a un terreau sans doute favorable, même s'il ne faut pas tout mélanger. Le taux de chômage, c'est quand même 19%. Oui. Le tiers de la population guadeloupéenne aujourd'hui vit sous le seuil de pauvreté. De toute façon, il va falloir s'atteler au problème à un moment ou à un autre, ceci n'étant peut-être qu'un catalyseur. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de ce dialogue qui a été promis par l'exécutif pour déjà faire retomber la tension immédiatement, mais surtout ne pas faire en sorte que les promesses soient vaines, quoi. Alors, tout d'abord, vous l'avez dit, il faut tout d'abord un retour au calme, c'est-à-dire que l'envoi des forces de l'ordre est pour moi essentiel et nécessaire. Il faut rassurer aussi la population. Donc je pense que la présence est vraiment urgente et c'est bien que cela ait été fait. Maintenant, cette crise économique et sociale, c'est pas nouveau, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. C'est vrai que ce sont des territoires qui ont très longtemps été abandonnés, mais on n'a pas attendu aujourd'hui pour investir ces territoires. C'est-à-dire, ça a été dit par Jean-Michel Blanquer, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des investissements, des infrastructures pour les canalisations d'eau, etc. Il y a des millions qui ont été mis. Évidemment, c'est pas suffisant. Donc, de toute façon, ça sera jamais suffisant, et parce qu'il y a un gros travail à faire. C'est pas une critique que je fais, mais il faut continuer en ce sens. Mais c'est pas en tenant des propos comme on a entendu dans l'hémicycle que cela va apaiser les tensions. L'hémicycle est un lieu où on doit pouvoir s'exprimer en tant que parlementaire, où la parole est libre, mais là, la parole est indécente. C'est pas possible. Quand on voit ce qui se passe en Guadeloupe, on ne doit pas tenir des propos comme ça. On a une responsabilité collective pour essayer quand même d'apaiser et d'aller tous dans le même sens. La situation en Guadeloupe est de fait invraisemblable et désastreuse. Alors, sans détourner sur l'aspect politicien, il faut parler de la Guadeloupe. Bon, Laurence, est-ce qu'il y a une crise identitaire sur cette île française, un sentiment d'abandon qui va bien au-delà de l'aspect purement social? C'est multicrise, si vous voulez. Et puis, en plus, pour certaines parties de la population, ils sont en autodestruction en refusant de se faire vacciner. Parce que refuser de se faire vacciner, c'est aggraver la situation. Et on peut parler de dialogue, mais je peux vous dire une chose, si vous avez entendu les témoignages de ceux qui ne veulent pas être vaccinés, ils vous expliquent que la prochaine étape, c'est leur couper le doigt, voire plus, je ne dirais pas les suites des phrases. Parce qu'on leur a bourré le crâne, donc il faut faire de la pédagogie. Franchement. Déjà, le ministre y était au mois d'août. S'il y avait été tout de suite, on aurait dit, comme quand Gérald Darmanin se déplace, il fait du tourisme électoral. Moi, je déteste ces procès, il y est pas. Faut être lucide. On peut faire du dialogue. En plus, quand on voit la situation gravissime et les forces de l'ordre que ça nécessite, vous envoyez 2 ou 3 ministres, comme ils comptent y aller, à 2 ou 3, c'est une mobilisation énorme des forces de l'ordre sur place. Je pense qu'il faut d'abord éteindre le feu. Et ensuite, sur la pédagogie, vraiment, il y a un véritable blocage sur la vaccination. Et si on avait répondu en disant « Ok, on vous envoie des vaccins sans ADN », ça aurait dit quoi? Sans ARN. Sans ARN, pardon, excusez-moi. Ça aurait dit quoi? Ah, on a un petit doute sur les vaccins ARN. Moi, je pense que franchement, moi, j'ai suivi beaucoup, je vous assure, j'ai suivi vraiment de près les déplacements du ministre. Et les dialogues qu'on a eu, etc. Et je pense vraiment que la pédagogie a été faite. Il y a un vrai blocage, il y a même un blocage religieux. C'est-à-dire qu'il y en a qui estiment, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une question de pédagogie. Je ne parle pas de déplacement de ministres. Je parle de ceux, et en France, on en a des millions, qui pensent que le vaccin est potentiellement dangereux. Ils ont entendu des rumeurs, ils ont entendu des informations, et bien ça, il faut le traiter, c'est impératif et c'est absolument nécessaire. Dans tout débat et dans toute situation qui peut devenir potentiellement une crise, il peut y avoir un compromis et qui est de dire, vous êtes décidément prêt à être vacciné, mais plutôt avec le vaccin sans ARN. Donc AstraZeneca. Quand on sent que la chaudière va exploser. Si on avait envoyé de l'AstraZeneca là-bas, on nous aurait dit, vous prenez l'AstraZeneca dont la métropole ne veut pas. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu sur le débat. À traiter sur place entre les politiques en responsabilité et les représentants des sur les politiques locaux en responsabilité, en irresponsabilité. Parce que les politiques locaux là-bas ont mis le feu encore plus en mettant le doute sur le vaccin. C'est honteux. Le problème, c'est que ceux qui prennent en otage les autres font en sorte que l'île est en train de se tirer une balle dans le pied. C'est ce que disait, en somme, Sébastien Lecornu ce matin sur les ondes. C'est d'autant plus contre-productif que tout le monde va en pâtir, y compris le tourisme, alors qu'on misait beaucoup là-dessus au moment qui est déjà c'est bien l'une des raisons du désastre. Au moment même où
le tourisme allait repartir. Au moment même où les uns et les autres ici dans l'Hexagone commençaient à prendre leurs billets pour peut-être passer des vacances en Guadeloupe à Noël, eh ben on voit bien que malheureusement les carnets de réservation sont en train de se vider. Donc on ajoute de la crise à la crise. Et moi, c'est aussi un appel à la responsabilité que je passe aux autorités guadeloupéennes, économiques, sociales, les élites, comme on pourrait dire jadis. Il faut aussi sauver la Guadeloupe de l'image qu'elle renvoie. Et c'est aussi pour ça que nous sommes à la fois déterminés sur l'ordre public, sur le dialogue, mais aussi sur une reprise économique. Loïc Hervé, dans 2 mois, dans 3 mois, on dira tout ça pour ça. On regardera la facture et on se dira finalement ça a coûté bien cher pour quelque chose qui aurait pu être réglé beaucoup plus simplement. Non, parce qu'il y a quelque chose qui explose, qui va bien au-delà du Covid. Enfin, pardon de le dire. Et moi, je respecte les collègues élus et parlementaires de ces territoires-là, qui depuis très longtemps nous alertent, notamment au Sénat, sur l'état d'esprit de la société guadeloupéenne ou martiniquaise, sur ce que vous avez dit, Madame, tout à l'heure, sur les questions notamment de réticence culturelle, religieuse, la crise du chlordécone qui a encore des conséquences extrêmement importantes 90% de la population et touchée. douloureuses dans le pays. Et donc, comme on a voulu transposer l'état d'urgence sanitaire de métropole outre-mer, on se rend compte que la quasi-obligation vaccinale qu'on vit en France, plus le pass sanitaire, ça aboutit à ça. Et donc ça, on ne peut pas avoir, on doit tous être favorables au retour à l'ordre public, mais ça passe évidemment par des moyens d'ordre public, et ça je ne le conteste pas, mais ça passe par évidemment le fait de renouer la discussion avec les corps intermédiaires et la société civile. Faire du retour à l'ordre public un préalable, c'est à tous les coups être sûr que la crise sera durable. Valérie Gomez-Bassac, Oui, on a manqué de sensibilité, on a manqué de capacité d'écoute, même si on est d'accord, on ne peut pas toujours avoir une approche à la carte, surtout quand on vit une crise sanitaire de l'ampleur de celle qu'on a connue, mais néanmoins, il y avait quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel en Guadeloupe qu'on n'a pas voulu voir. Et des signaux d'alerte très forts. Je pense pas. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de retard, donc il faut rattraper. Et ça peut pas se rattraper en un jour. Et puis il y a aussi la crise en métropole, donc c'est compliqué de gérer les deux. Et pour ce qui est de la transposition, comme vous disiez, c'est pas qu'il y a eu de transposition, c'est que la loi elle est indivisible, elle doit être la même sur tout le territoire. C'est la France, la loi s'applique de la même façon. En revanche, rien n'empêche. La preuve, c'est qu'on envoie des vaccins autres maintenant. En revanche, rien n'empêche qu'il y ait des assouplissements. C'est-à-dire, oui, il faut le pass sanitaire partout, sur tout le territoire, mais en effet, la vaccination, peut-être qu'elle peut être assouplie au profit des tests, etc. Oui, mais bon, on ne peut pas commencer à faire du sur-mesure, ça me semble difficile. Allez-y. Clairement, ces violences, elles sont inadmissibles et elles sont désolantes, évidemment, pour l'île. Néanmoins, quand j'entends M. Lecornu qui dit « à cause de ces violences, le tourisme va encore s'effondrer », non, le drame, c'est que l'économie de la Guadeloupe, elle repose sur le tourisme et sur les emplois fournis par le service public, c'est tout. Le reste n'existe plus. Et il y a, on le disait, des problèmes de chômage énormes. Le tourisme, évidemment, avec la crise du Covid depuis 2 ans, est dans l'état qu'on peut imaginer. Et ça, c'est pas à cause des violences, c'est à cause de la crise du Covid. Et j'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que l'attitude martiale du gouvernement peut attiser les choses. Par exemple, envoyer le RAID et le GIGN avec des mots très forts, etc. Oui, il faut être déterminé pour ramener la paix, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a des maladresses qui sont parfois provocatrices et dangereuses. Il y a tout simplement les CRS pour les manifestations, pour les violences, partout. Il y a un corps qui s'appelle celui des CRS. Pourquoi le GIGN et le RAID ? Alors maintenant, cette étape-là, elle est passée, mais c'est vrai qu'au moment de cette annonce, pour ma part, j'étais choquée. Et il pourrait aussi y avoir quelques commentaires sur la réalité de ces pays, de cette île, dont la population vieillit considérablement, dont le système de santé n'est pas prêt à assumer ce vieillissement, dont les plus qualifiés partent pour arriver en métropole parce qu'ils n'ont pas de travail sur place, qui vit aussi une immigration très pauvre venant notamment de Haïti, etc. Et ça n'a pas été très... Pour être sûr de bien comprendre, si on avait envoyé les CRS plutôt que le RAID, ça aurait été symboliquement un message d'apaisement. Oui, enfin, je pense que ça aurait été un message de fermeté, mais je pense que c'était peut-être moins brutal et moins... C'est des choses amables. Déjà, il n'y a pas eu que le RAID et le GIGN, il y a eu 250 forces de l'ordre. En plus, dont le RAID, la communication a été faite là-dessus. Laissez-moi finir. C'est bien de soulever toutes les causes qui ont conduit en effet la Guadeloupe et la Martinique à cette situation économique. Oui, c'est une réalité, personne ne le nie. Condamner les actes de violence, il faut bien séparer les deux. Condamner les actes de violence, il n'y a aucun laxisme à avoir à ce niveau-là. Il faut les condamner avec fermeté. Il faut envoyer les forces de
de l'ordre parce que c'est notre dernier rempart pour la démocratie et c'est important que là-bas le calme puisse être rétabli. Non, mais je suis désolée, mais on ne peut pas condamner le moindre mot du gouvernement. Écoutez-la, elle sans vous dit pas dire des autre solutions. chose. Elle vous dit peut-être que communiquer plus sur la présence de CRS qui sont dévolus à ces missions-là plutôt que le reste des GIGN, c'est moins anxiogène. Techniquement, Laurent Saillet, pour finir, est très rapide. À l'évidence, il y a maladresse et il y a erreur. Non, attendez, excusez-moi, selon vous. Bah oui. Mais mettez-vous à la place des populations. D'accord, nous on est tranquillement sur un plateau télé, mettez-vous à la place des populations qui sont en danger. Et qui demandent de l'aide, oui, vous avez raison. Le RAID et le GIGN ont un mode d'action, un mode opératoire très spécifique pour justement gérer ce type de situation sans qu'il n'y ait justement de blessés supplémentaires et ils ont des techniques spécifiques. C'est pour ça qu'ils sont là-bas en soutien des CRS. Ce ne sont pas les mêmes missions et vous le savez bien. Pas vraiment de maintien de l'ordre, mais bon. Ce ne sont pas les mêmes missions et c'est dangereux parce qu'il faut savoir que ce sont des personnes qui ont tiré à balles réelles sur les forces de l'ordre, qui ont volé des armes à des points de rassemblement. Donc il fallait des forces d'élite. Mais on va s'interrompre là-dessus, s'il vous plaît. On reviendra en deuxième partie. Et elles ne sont pas... Merci. Pour analyser la situation. Merci, on s'interrompt. On marque une courte pause. On va aussi parler de l'état de santé de Jean Castex et s'interroger sur les gestes barrières au sein de l'exécutif. Sont-ils respectés, observés à la lettre? Est-ce qu'il y a un devoir d'exemplarité? Je vous vois faire la moue, Loïc Hervé. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, vous les appliquez autant que je puisse. D'accord. Eh bien, on va voir si nos gouvernants le font également. On va peut-être vous ressortir des images, tiens, pour le coup. À tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info avant de reprendre le débat où on l'a laissé. Un mot de l'actualité immédiate, à commencer par cette passe d'armes qu'on évoquait d'ailleurs en début d'émission à l'Assemblée nationale entre la députée La France Insoumise du Val-de-Marne, Mathilde Panot, et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui représente en ce moment Jean Castex dans l'hémicycle. Je propose de les écouter. C'est au sujet des violences que connaît la Guadeloupe en ce moment. En Guadeloupe et en Martinique, la situation est très grave. Vous devez impérativement choisir la désescalade et le dialogue. On ne lutte pas contre une épidémie en réprimant le peuple. Vouloir souffler sur les braises n'est pas responsable, car le premier des droits des Guadeloupéens, c'est de vivre avec de l'ordre public. Et comme toujours, dans l'ordre public, ça protège tout le monde et tout particulièrement les plus faibles. Et donc vous êtes mal placé pour aujourd'hui attaquer le fait que nous ayons envoyé les forces de l'ordre. Parce que qu'encouragez-vous finalement? Vous encouragez le désordre. Comme d'habitude, ce que vous voulez, c'est souffler sur les braises. Vous soufflez sur les braises, tout simplement. Dès qu'il y a un problème quelque part, vous avez envie de l'exploiter. Vous n'aimez pas les solutions, vous aimez les problèmes. Les suites judiciaires des incidents lors du match OM-OL, le supporter lyonnais de 32 ans soupçonné d'avoir jeté une bouteille contre le Marseillais Dimitri Payet est jugé cet après-midi en comparution immédiate. Il est inconnu des services de police. Selon son avocat, il regrette profondément son geste et dit avoir été pris dans l'euphorie du moment. Et puis les mesures qui sont à l'étude et qui seront communiquées sous 15 jours avec a priori 4 pistes de réflexion, si l'on a bien compris Gérald Darmanin. On en parlera un petit peu plus tard dans le cadre de notre débat. On va aussi parler de ce déplacement d'Olivier Véran pour le lancement de la 37e campagne annuelle des Restos du Cœur, l'association fondée par Coluche qui nous rappelle d'ailleurs, qui nous alerte de l'aggravation de la précarité des plus démunis depuis le début de la crise sanitaire. En 2020, les Restos du Cœur ont distribué quelques 142 millions de repas, c'est-à-dire 6 millions de plus qu'en 2019. Voilà pour l'essentiel. Avant de redébattre avec mes invités autour de cette table, je vous propose de regarder les interventions des hommes et femmes politiques à retenir aujourd'hui. C'est le Zapol préparé aujourd'hui par Samy Sfaxi. Pourquoi vous n'êtes pas en Guadeloupe, Sébastien Lecornu? La question s'est posée dès vendredi matin de nous y rendre avec Olivier Véran, le ministre de la Santé, peut-être même avec Gérald Darmanin. Et après avoir échangé avec les autorités locales, la préfecture, les forces de police, les forces de gendarmerie, mais aussi les élus locaux, il est apparu que aller sur place dès maintenant présentait une surcharge particulièrement importante pour les forces de l'ordre. Et moi, je ne veux absolument pas que les forces de l'ordre soient détournées de leur mission première, c'est-à-dire protéger les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Mais je veux dire, de toute façon, on va y aller en Guadeloupe. Parce que d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une crise importante en Outre-mer, j'y vais. 3 semaines en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Là, au mois d'août, pendant que d'autres étaient en vacances, j'étais précisément en Martinique, mais en là, Guadeloupe. Il y a une crise. Est-ce que vous allez y aller dans les jours qui viennent? La réponse est, nous allons y aller.
Et c'est terrible d'ailleurs que le gouvernement réagisse maintenant seulement, alors que cela fait 4 mois que 30 organisations syndicales notamment manifestent tous les samedis, ont écrit des lettres, ont alerté. Il y a eu des alertes de nombreux élus de Guadeloupe sur la situation en Guadeloupe, mais d'ailleurs en Martinique aussi, qui est assez similaire sur cette question-là. Et on n'a pas écouté la population guadeloupéenne. On n'a pas écouté les difficultés qu'il y avait, notamment sur la question de la vaccination obligatoire des soignants, notamment sur le pass sanitaire. Qui est assez élevé, hein, juste en Guadeloupe, la vaccination obligatoire des soignants. Oui, mais qui est un des points de revendication très importants de la population. Et je crois qu'on n'a pas assez pris en compte le fait que notamment la Guadeloupe, mais les Antilles en général, ont vécu le scandale du chlordécone, que ce scandale du chlordécone a fortement entaché la confiance dans la parole publique et empoisonne encore les corps, les eaux, les sols, pour encore au moins 600 ans. Et je crois que le gouvernement a eu tort de vouloir décider tout seul, de vouloir passer en force sur des questions. Et je crois que ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique actuellement est la preuve qu'une politique autoritaire de santé ne fonctionne pas. Nous avons besoin d'adhésion aux politiques sanitaires. Lorsqu'un ministre se déplace, qui plus est le ministre de l'Intérieur, il est beaucoup protégé. Il embête parfois plus les forces de l'ordre qu'autre chose parce que, par définition, il essaye de faire de la politique médiatique alors qu'il faut les laisser travailler. Lorsqu'on envoie 60 hommes et femmes du GIGN et du RAID, c'est pas pour protéger le ministre, c'est pour protéger les populations. Si ça s'était passé à Grenoble, vous y et ce n'est pas le cas. Gérald Darmanin. C'est pas le cas. Les violences urbaines qui ont eu lieu ces derniers temps en France métropolitaine n'ont pas conduit à y aller. Au contraire, nous y allons en général quand les choses sont rétablies, que les policiers ont fait leur travail et qu'on peut discuter de nouveau avec les acteurs économiques et sociaux. Très bien, mais est-ce que le plus important c'est qu'il agisse ou juste qu'il aille se balader? Oui, il peut faire les... Non, se balader en allant... C'est l'un ou l'autre en fait. Non, mais est-ce qu'on peut finir juste la phrase? Où étaient les représentants? Où étaient hier les élus? Ils étaient en France, sur l'hexagone, en France hexagonale. C'est au ministre de se déplacer. Mais parce que c'était la suite. Attendez, sans déconner. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Sans déconner, carrément. Non, mais elle est en train de s'énerver. Non, mais parce qu'en fait, il veut nous faire une vieille politique de le ministre s'occupe d'une campagne, alors qu'en fait, il est pleinement engagé sur sa mission. Je ne vous laisserai pas dire que Sébastien Lecornu ne s'occupe pas des hommes. Peut-être que l'État aurait pu anticiper le problème un petit peu avant. Non, mais aujourd'hui, sur l'envoi des forces de l'ordre. Eh bien, aujourd'hui, il y a une urgence. Ouvrez la discussion. Ouvrez les négociations, apportez des solutions parce que je suis d'accord, oui, il y a une politique, il y a une situation aujourd'hui qui est très inflammable, qui est très éruptive, où il y a beaucoup de problèmes, d'accord. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens là-bas qui n'ont pas d'eau courante. Donc on peut comprendre aussi leur colère. Et donc il y a un moment, il faut prendre des mesures. Donc oui, il faut bloquer les prix. Oui, il faut faire en sorte que ces gens puissent avoir de l'argent et vivre dignement. Oui, il faut créer de l'emploi pour que les gens aient un boulot. Mais vous comprenez qu'on envoie les forces de l'ordre. Prenons les mesures. Vous comprenez qu'on envoie les forces de l'ordre. Je pense que c'est un très mauvais signal. Et je pense que ça ne va pas régler la situation. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de dire c'est de la faute à toute faute. Il y a des gens qui sont en souffrance et c'est plutôt de ça dont il faut parler. Il faut trouver des solutions ensemble sur ces sujets-là et bien évidemment débattre. C'est extrêmement important. Ce que je veux rappeler, c'est sur le sujet de l'eau parce que ça revient beaucoup. Ouais. Et oui, l'accès à l'eau, ça paraît tellement simple pour nous en métropole, mais en réalité, c'est compliqué pour la Guadeloupe. Ça a été compliqué pendant très longtemps. Et loin de moi l'idée de jeter l'opprobre sur les politiques locales, mais c'est une compétence locale. Et donc, c'est la raison pour laquelle Sébastien Lecornu a proposé non pas de faire de l'ingérence, mais d'accompagner sur ce sujet. Enfin, 90 millions ont été mis sur la réparation des fuites. On parle quand même juste de fuites, mais c'était extrêmement important. Mais également la mise en place d'un syndicat unique. Et enfin, il y avait aussi 90 millions pour aussi la subvention globale pour le réseau en tant que tel. Est-ce que tout est résolu en une année, en quelques mois, en quelques semaines? Non. Mais enfin, des actes forts ont été mis en place. Sur le sujet de la santé, c'est la même chose. Vous le savez très bien, le Ségur de la santé a été mis en place en Hexagone. Il est bien évidemment mis en place en Guadeloupe. C'est 154 millions d'euros. Sur le CHU de Pointe-à-Pitre, c'est aussi 580 millions d'euros qui sont mis en place. Sur les politiques de rénovation antisismique, c'est aussi mis en place. Donc, encore une fois, l'objet n'est pas de dire que tout va bien et tout est parfait. La preuve, on le constate. Mais de dire que rien n'a été fait par le ministre des Outre-mer, ce n'est pas entendable. Ça veut dire que nous avons deux problèmes. Le premier, c'est que les interdictions de stade qui ont pu être prononcées précédemment, même si le cas de l'agresseur de M. Payet n'était pas connu, et donc ne s'appliquerait pas pour cette personne-ci, est un problème puisque le Covid a notamment permis, si j'ose dire, la fin
d'un certain nombre d'interdictions de stade du fait des 18 mois de Covid et des matchs à huis clos et donc la non-interdiction d'autres personnes puisqu'il n'y a pas eu de match, si vous me suivez bien. Et donc la question qui est posée à monsieur le garde des Sceaux avec les clubs de football, c'est de réfléchir, comme dans d'autres pays autour de nous, à d'autres possibilités, mais sans en préjuger leur efficacité ou non. Et puis deuxièmement, de voir comment on peut, par le système de caméras de vidéoprotection, étudier pourquoi pas la billetterie nominative, regarder comment on peut effectivement mettre davantage les préfets en lien avec les clubs de football et les clubs de football en lien avec l'ordre public, d'avoir un certain nombre de décisions qui seront prises. Peut-être que ça se traduira par un durcissement, ça peut aussi se traduire par un meilleur renseignement, une meilleure information. Et à coup sûr, lorsque le ministre de l'Intérieur prend sur proposition des préfets des interdictions de stade ou des interdictions de clubs de supporters qui vont dans un autre stade parce que c'est des matchs dits à risque, j'ai souhaité rappeler la solidarité qui était nécessaire du monde du football dans les décisions pas simples que le gouvernement peut prendre pour éviter ce genre justement de problème. Il faut absolument que chacun déjà prenne ses responsabilités individuelles et collectives, et ce à tous les niveaux. Il ne faut surtout pas que cette violence soit acceptée et soit banalisée. Il faut vraiment à chaque fois l'affirmer, la condamner vraiment avec conviction. Je crois que tout commence par ça, et ensuite il faut absolument que des sanctions exemplaires soient prises parce que personne n'a accepté aucun acte de violence. Donc il faut vraiment la condamner à tout moment. Les forces de l'ordre sont là, sont bien présentes. On a vraiment effectué de nombreux recrutements. Il faut continuer en ce sens. Il faut donner les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir bien faire leur travail. Et on a également donné les moyens à la justice pour que des décisions soient prises et soient surtout appliquées dans le temps. Voilà Valérie Gomez-Bassac qui a le don d'ubiquité, enfin non, qui a volé jusqu'à nous après son intervention à l'Assemblée nationale. Absolument. Bon, allez, on va parler de l'état de santé de Jean Castex. Il a été testé positif hier. Il est placé à l'isolement pendant 10 jours. Il a quelques symptômes, mais quand même, il a voulu rassurer aujourd'hui à travers cette communication. Regardez. Le Premier ministre qui nous dit ceci. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui m'ont fait parvenir des messages amicaux et des témoignages d'affection. À l'exception, dit-il, de légers symptômes. Donc, je me porte bien. Je continue d'assurer mes fonctions à l'isolement dans le strict respect du protocole sanitaire. Voilà ce que nous dit le Premier ministre. Alors, bien sûr, Valérie Gomez-Bassac, il est vacciné, notre Premier ministre, mais c'est quand même un exemple de contamination possible, même quand on a fait toutes les injections préconisées. Oui, mais sauf que ça n'imprime pas encore dans l'esprit de tous. Non, pourtant, on le dit dès le départ, enfin du moins depuis qu'on le sait, c'est-à-dire que la vaccination permet d'éviter les formes graves, mais ça ne protège pas entièrement contre le Covid. On peut l'attraper, on peut le transmettre, donc il faut rester prudent sur les gestes barrières, même si je vois votre question arriver, à savoir si le Premier ministre a bien respecté les gestes barrières. C'était pas la prochaine, c'est celle d'après, mais c'est pas grave. Alors justement, puisqu'on y est, il y a un petit relâchement quand même, en tout cas en termes de communication. Ces derniers jours, vous voyez, c'était pas terrible quand même. Là, ils sont assez rapprochés dans cette photo qu'on vient de vous montrer. Et pas un seul n'a le masque dans tout. Il n'y a pas de masque, ils sont pas les seuls. On a vu Emmanuel Macron aussi. Il faut une certaine forme de relâchement. Oui, il y a une certaine forme de relâchement, mais auprès de nous. Là, voilà l'image. Et ça, c'est en mouvement, là. Il faut le dire, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans ces... C'est ce qu'on entend tout le temps de la République En Marche, mais en fait, parce que visiblement, certains, la République En Marche, ne respectent plus les gestes barrières, et du coup, on généralise. Non, alors je n'ai pas dit que la République En Marche ne respectait pas les gestes barrières. Je dis que dans la vie de tous les jours, tous les citoyens ont tendance à se relâcher un peu. Maintenant, dans ces images que vous montrez, notamment celle-là, il faut savoir quand même qu'il y a eu les passes sanitaires. Donc ça ne justifie pas, bien sûr qu'il faut continuer les gestes barrières, mais ce qui explique aussi qu'on n'a plus le masque, comme quand on va au restaurant. Oui, au restaurant, c'est parce qu'on y mange. Je suis pas en train, je vais pas défendre ce qui n'est pas défendable. Il faut continuer à respecter les gestes barrières, il faut continuer à mettre le masque. Il faut moi aussi que je fasse attention quand des personnes viennent vers moi. C'est pas évident quand on est élu de leur dire non, pas maintenant, etc. Mais il faut le faire. Mais c'est pas évident de dire non. C'est pas dans notre culture non plus. On a tendance à serrer la main. C'est pas évident. Voilà. Allez, bien sûr que c'est malvenu, mais dans ce cas-là, changeons la règle, puisque là, la règle est respectée. On peut la contester, mais elle est respectée. Quand vous êtes dans un endroit avec le pass sanitaire, je ne sais pas s'il y avait un buffet ou pas, et tout le monde, j'imagine, a participé à des endroits où il y a un nombre de personnes limité, le pass sanitaire, on a le droit de ne pas avoir le masque. Donc on peut critiquer. C'est sûr que l'image n'est pas bonne compte tenu de la contamination du Premier ministre. Néanmoins, rappelons qu'il a été contaminé par sa fille. Mais j'aimerais bien qu'on ne rentre pas trop dans ces détails. Je trouve que le secret médical aussi, notamment pour sa fille qui est mineure, c'est toujours un peu délicat. Mais
à ce stade, soit on change la règle, soit effectivement on considère que là la règle était respectée, que ça dérange ou pas les images. Et c'est pas parce que ils sont dans une fonction politique qu'ils doivent être sous d'autres règles. Et moi je trouve qu'il y a une très grande hypocrisie, parce que je pense que chacun d'entre nous commet aujourd'hui des erreurs parce qu'effectivement il y a un relâchement, parce qu'il y a une lassitude. Donc il faut arrêter de dire ça. Allons déjà regarder, balayons devant notre porte et après on peut-être... D'accord. Allez, dernière réaction à cela et puis on va avancer un petit peu sur toutes les questions sanitaires. Loïc Hervé, on a construit tout le discours sur le pass sanitaire sur un artifice. C'est-à-dire, on sait très bien que la contamination est possible entre vaccinés dans des lieux clos. Alors les lieux de restauration ou des lieux publics comme celui-ci. Là, le problème de ce moment-là, c'est qu'il y a des images de télévision. Moi, par exemple, j'ai reçu les élus de mon département au Congrès des maires la semaine dernière. Ils ont porté le masque intégralement à l'intérieur après avoir contrôlé le pass sanitaire au Sénat. On a eu le malheur de faire quelques photos dans l'escalier d'honneur. C'est tout ce qui est resté. Et c'est tout ce qui est resté avec des déferlements de commentaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le pass sanitaire, il faut bien se le dire et le redire, moi qui suis un opposant à ce pass sanitaire, c'est qu'il ne protège en rien de la contamination dans les lieux où il est obligatoire. Et ça, il faut le dire tel quel, parce qu'à partir du moment où on a dit qu'on l'enlevait et on admet en même temps, et c'est le cas de Jean Castex, que la contamination est possible, d'ailleurs il a été contaminé chez lui, lieu de contamination par excellence. Les ministres qui l'accompagnaient ces derniers jours en déplacement ont été testés négatifs. Donc appliquons les règles, mais ne soyons pas plus royalistes que le roi quand même. J'aimerais qu'on avance un petit peu. Simplement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que donc les responsables, en l'occurrence de La République En Marche, disent depuis un certain temps il y a relâchement. En fait, et simplement je souligne que de fait, ils généralisent peut-être le cas du relâchement que l'on peut constater parmi les responsables de La République En Marche. Et du coup, tout le monde se trouve accusé. Je trouve ça... Alors, j'ai quand même j'ai quand même... Pardon, merci. On va pas rester 10 ans sur cette question non plus. On a compris, voilà, gestes de barrière. On fera mieux la prochaine fois. On apprend tous de nos erreurs. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce qu'il faut arrêter de se focaliser, quand on communique, puisqu'on parle de communication, se focaliser sur le nombre de cas de contamination? Parce qu'on sait qu'on peut avoir maintenant, on en est la preuve, une forme atténuée et pas très grave du Covid, mais plutôt s'intéresser aux chiffres de l'hospitalisation. Parce que dire 18 000 cas en, 24 heures, tout de suite, ça paraît être hyper grave, alors que c'est juste en toute circulation. Alors, il faut, en effet, vous avez tout à fait raison, il faut se focaliser sur les chiffres en matière d'hospitalisation, parce que le but est là quand même, c'est d'éviter que les hôpitaux soient saturés, et surtout bien regarder aussi le nombre de non-vaccinés dans les cas graves, et malheureusement dans les décès. Et c'est ça qui doit aussi inciter à la vaccination. Parce que maintenant, on disait 90%. Voilà, bon, là, je crois que c'est un peu abaissé, mais ça reste quand même très important. Donc il n'y a pas... Elle lève la main, juste elle demande la parole, elle ne vous a pas coupé. Voilà, mais oui, il faut vraiment regarder ça. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec le Covid. On voit bien que voilà, on est à la 5e vague, on le voit que c'est au niveau mondial. On arrive à voir aussi que la vaccination, qui a quand même bien pris en France, montre on tarde un petit peu à avoir des effets aussi graves qu'en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Soyons quand même un peu positifs pour montrer que tout ça sert quand même à quelque chose. Le chiffre de contamination est important parce qu'on sait toujours qu'il y a un décalage entre la contamination et l'hospitalisation, voire l'hospitalisation en réanimation. On a un décalage toujours de 15 jours, 3 semaines. Donc c'est vrai que ça permet un petit peu d'anticiper. Néanmoins, quand vous écoutez les personnes qui sont en réa, enfin les médecins en réa et les chefs de service, ils tirent quand même la sonnette d'alarme en disant attention, ça monte. Il y a 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées en France. Ces 6 millions, il suffit qu'il y ait un pourcentage de contamination suffisant pour qu'elles engorgent les services de santé. Parce qu'elles auront choisi de ne pas être vaccinées, elles seront en réanimation pour ceux qui seront durement touchés, puisqu'on le dit, 8 sur 10, 9 sur 10 sont des personnes non vaccinées. Et donc, elles vont, par leur choix totalement égoïste, engorger les systèmes de santé et justement faire que le personnel soignant va être débordé parce qu'eux ont choisi de ne pas être vaccinés. C'est pas sympathique à dire, mais c'est ça la réalité. Je vais essayer de réagir, mais en même temps, je vous pose une question comme ça me permet de la glisser quand même et vous l'avez en tête. Est-ce qu'il faut revenir à la gratuité des tests ? Alors, je pense qu'il faut revenir à la gratuité des tests, mais je voulais compléter le propos que vous teniez. Moi, elle a répondu. Oui, je voudrais compléter le propos. Vous dites il y a beaucoup plus de personnes non vaccinées dans les services hospitaliers et dans les cas très graves et dans les décès. Sauf que, attention, ça commence à ne plus être vrai. Il commence à y avoir et il y aura à un moment donné une majorité de personnes vaccinées
hospitalisés et dans les décès, simplement parce que mécaniquement, quand tout le monde est vacciné, on sait qu'il y a malheureusement beaucoup moins, et c'est ça qui importe, de personnes qui sont très malades et voire qui décèdent. Et donc, attention à ce discours. Vous aviez un propos qui demandait simplement un complément. À un moment donné, il y aura beaucoup plus de vaccinés qui vont être atteints de formes graves, et ça s'explique si tout le monde est vacciné. Et c'est important. Par contre, vous m'avez pas laissé finir ma phrase, je tiens à le dire, parce que c'est ce que j'étais en train de dire pas de quand on forme disait grave. 90, et moi je dis, attention, c'est en train de changer. Non, mais ça, c'est les un peu moins, vous avez dit ça un peu. contaminations, mais pas les formes graves. On est encore dans des rapports 8-9 sur 10. Vous aviez tout à fait fini votre phrase. Je vous vous ai écouté longuement jusqu'à la fin, et je dis ça dans votre propre, pour information, et il n'y a aucune agressivité. Simplement, il s'agit de compléter, parce que, encore une fois, autrement, le discours anti-vax va bientôt dire de plus en plus, ah ben vous voyez, il y a plus de vaccinés que de non-vaccinés dans les cas graves. Sauf que c'est sur une population beaucoup plus importante. Et je pense que c'est un point essentiel. Loïc Hervé. Moi, je crois énormément aux tests, et je crois qu'il faut évidemment revenir assez vite à une gratuité des tests pour en faire davantage et prendre toutes les mesures qui permettent notamment d'isolement, y compris les personnes vaccinées qui sont du coup des personnes contaminantes. L'autre élément auquel je crois beaucoup, c'est la sérologie. C'est-à-dire, je pense qu'en France, on ne fait pas assez de tests de sérologie pour évaluer les anticorps et des personnes qui sont notamment vaccinées ou qui sont rétablies pour savoir si un éventuel rappel est utile et s'ils ont encore une immunité. Donc en gros, ce que vous nous dites, c'est la 3e dose. Il ne faut pas que ce soit un peu au cas par cas, mais pas généralisé. Si vous voulez, pour être très franc, moi j'ai ma fille qui a 13 ans, qui va faire sa 3e dose, alors que je sais qu'il y a encore 15% des plus de 80. La 3e dose déjà. Non, mais à un moment donné. Il faudra bien qu'elle la fasse un jour. Puisque il a été évoqué l'avis de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui, qui évoque la 3e dose pour tous. Pour les majeurs. Pour tous. Bon, enfin, tous ceux qui sont éligibles au pass sanitaire. C'est les majeurs. Mais non, tous ceux qui sont éligibles. Bref, tous ceux qui sont éligibles au pass sanitaire. C'est quoi ? Ma démonstration, c'est de dire qu'il y a encore 15% des plus de 85 ans qui ne sont pas vaccinés. Ouais. J'aimerais qu'on soit sûr dans notre pays qu'on a fait toutes les démarches nécessaires pour le aller vers. Parce que ma petite expérience d'élu local démontre quand même qu'il y a beaucoup de ces personnes âgées vers lesquelles on n'est pas allé suffisamment avec une politique de santé publique. Mais ça, tout le monde en convient, en fait. Vers la vaccination. Oui, mais c'est pour ça qu'on est obligé de vacciner tous les jeunes. On n'a pas été assez proactif pour peut-être aller chercher les personnes. Mais du coup, il y a des gens, vous arrivez en bas de chez eux avec un bus. Ah, si vous n'étiez pas venu, j'aurais pas fait mon vaccin. Il n'y a pas une responsabilité individuelle aussi. Moi, je veux bien qu'on soit dans l'assistance permanente. Il y a des personnes qui sont isolées dans la souffrance. Oui, bien sûr, il faut aller les voir. Mais pour tous ceux qui attendent que les choses viennent il y a trop d'attentisme de manière exactement. Et ça, c'est pour le remboursement des tests. Moi, j'ai essayé souvent d'œuvrer pour avoir des budgets pour les cancers pédiatriques. Oui. Vous vous rendez compte, la recherche pour les cancers pédiatriques, c'est quelques millions d'euros dont on a besoin qu'on n'arrive pas à obtenir. Là, on parle de milliards pour des gens qui refusent de se faire vacciner. Je rappelle que quand vous êtes vacciné ou quand vous avez une prescription médicale, le test est remboursé. Donc si votre test n'est pas remboursé, ce sont des tests de confort de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qui veulent aller au resto et qui veulent avoir un pass sanitaire. Est-ce que c'est normal que les Français prennent en charge encore maintenant des personnes qui font le choix de ne pas être vaccinées. Est-ce que c'est normal? Il y a aussi les cas quand vous n'êtes pas positif, contact, etc., où vous êtes également remboursé. Les seules fois où vous n'êtes pas remboursé, c'est quand vous avez refusé le vaccin, c'est pas qu'on ne vous a pas vacciné, et qu'en plus, si vous voulez avoir un test de confort. Sinon, si vous avez un symptôme, vous appelez votre médecin, vous avez une prescription, donc vous êtes remboursé. Elle a un point là quand même, un argument, Loïc Hervé. Oui, enfin, comme les politiques publiques ont évolué avec le temps et que le discours d'un jour était plus vrai 2 mois plus tard, c'est vrai qu'on peut reconstruire l'histoire à l'envers et avoir ce type de raisonnement. Mais c'est quand même un raisonnement qui est complètement... qui est complètement à l'envers. Moi, sur la question des hospitalisations en réa et des décès, j'aimerais que depuis la gestion de crise, c'est-à-dire depuis le mois de mars 2020 jusqu'à maintenant, on essaie de garder une cohérence. Si on a confiné par 2 fois, c'est pour éviter l'explosion du système hospitalier. Dans mon département, nous avons une conférence téléphonique du préfet que nous avons toutes les semaines. Et au mois de novembre, en Haute-Savoie, les réas sont pleines. Mais elles ne sont pas pleines que de Covid. Elles sont pleines tous les ans. Parce que avant même la saison de ski, il y a la grippe, il y a la bronchiolite des nouveau-nés. Et les places de réanimation en France,
elles sont déjà, Oui, il y en a pas tant parfois, que ça, en fait. Ok. de manière tendancielle, déjà proches de la saturation. Donc, il faudra créer des places supplémentaires pour accueillir les Pour Covid. finir, Donc, il faut il du nous reste personnel, que et qu'on 10 n'a pas secondes, encore, donc on va mais s'arrêter etc. On est là. toujours sur le même discours. Juste pour vous rappeler quand même que les prévisions de l'OMS ne sont guère encourageantes, puisque dans une communication aujourd'hui, ils ont parlé de 700 000 morts potentiellement en raison de cette 5e vague un peu partout en Europe au sortir du printemps, donc sur une période de 4 à 5 mois a priori. Évidemment, ça n'est guère encourageant. Bon, allez, on va essayer de garder haut les cœurs pour les prochaines minutes, et puis on va revenir pour parler du service militaire. Est-ce aujourd'hui le gage d'une cohésion nationale? Est-ce que ça permettrait de refaire nation? Restez avec nous, on en parle pour la dernière partie de l'émission. Retour avec vous pour la toute dernière partie du débat, toujours avec mes 4 invités autour de la table: Valérie Gomez-Bassac, Ludovine de la Rochère, Laurence Saillet et Loïc Hervé. Merci à tous les 4 d'être restés pour jouer le jeu de ce débat. On va parler d'une proposition émanant de Michel Barnier, vous savez, candidat à l'investiture Les Républicains. Lui souhaite recréer une forme de service militaire. Il durerait 6 mois, il serait obligatoire, la précision est importante, pour les jeunes de 18 à 21 ans, et il a bien l'intention de le soumettre à un débat parlementaire si il était élu, ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, on sait qu'il y a déjà un service national universel qui a été lancé par Emmanuel Macron en 2019. Pour l'instant, il n'a pas recueilli énormément d'adhésion. Regardez le résumé et la mise en opposition de ces deux systèmes, de ces deux propositions, dans ce reportage de Mathilde Moreau. Et si le service militaire obligatoire faisait son grand retour ? L'un des objectifs portés par ces adeptes serait de recréer du lien entre les jeunes de tous milieux confondus. On sait, et ce constat il est très largement partagé, qu'on a perdu quelque chose et que si notre société se délite, c'est aussi parce qu'on a perdu ce grand moment fort d'unité nationale. À gauche, cette proposition ne passe pas et serait même réactionnaire. M. Barnier n'a plus d'idées. Il les pioche soit dans le passé, soit fait la course à l'échalote avec l'extrême droite. Nous, ce que nous disons, c'est que nos jeunes sont des gens impliqués. Mais alors, qu'en pensent les premiers concernés ? Ça permet d'avoir une mixité sociale. Eh ben, j'espère pas, parce que honnêtement, j'en suis incapable. Je pense, pas obligatoire, en fait, avoir le choix. Depuis 2018, le gouvernement propose un service national universel d'1 mois et non obligatoire. 18 000 jeunes s'y sont inscrits en 2021. Loïc Hervé, ça aurait un coût, on rappelle, 1,5 milliard ou 2 milliards d'euros, ça c'est l'estimation même de Michel Barnier. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle, sachant qu'il y a la possibilité, comme le disent certains de nos intervenants là dans ce reportage, de recréer de la mixité sociale, c'est qu'il y a un grand malaise aujourd'hui en France, il faut le dire, de refaire nation. Est-ce que ça peut être un outil parmi d'autres ? Moi, je suis 1980, donc je fais partie des premières classes d'âge qui n'ont pas fait le service national suite à la décision du président Chirac de le suspendre. Dans notre pays, le service national est suspendu. Donc moi, je suis plutôt favorable à la proposition de Michel Barnier, pour les garçons comme pour les filles. Alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête. D'abord, il faut qu'il y ait un tronc commun. Si on veut avoir une notion de générationnelle et faire qu'une génération vive quelque chose ensemble, il faut avoir un tronc commun, probablement de quelques semaines, pour qu'il y ait quelque chose de construit. Et ensuite, il ne faut surtout pas recréer le service national d'il y a 20 ans. Parce que celui-là, il est mort. Définitivement, le modèle n'existe plus. Les armées n'ont plus l'encadrement nécessaire pour prendre en charge des jeunes filles et des jeunes garçons de 18 à 21 ans. Et puis, il y a sans doute dans la société civile, dans la société, des besoins autres, dans l'humanitaire, dans le social, dans le médical, peut-être aussi à l'échelle européenne, pour qu'on ait des volontariats et des capacités de donner. Moi, je crois qu'il y a une dimension, au moment du passage à l'âge adulte, qui est une forme de mue qui est nécessaire, une forme de rituel, de passage. Ça existe dans beaucoup de sociétés, si on regarde sur un plan anthropologique. Et moi, je trouve que ce serait intéressant. Mais de grâce, ne pas recréer un service militaire ou national tel qu'il existait avant. Quand même. Faire attention au terme. Et il y a un dernier point sur lequel moi je suis très attaché, puisque n'ayant pas fait le service national, je suis par contre devenu officier de réserve, c'est le lien avec nos armées et la connaissance qu'ont les jeunes des différentes formes d'engagement sous l'uniforme, c'est-à-dire les 4 armées, les sapeurs-pompiers, la police, et d'avoir une capacité au moins de connaître ce que font ces hommes et ces femmes dans ces métiers-là. Et cette connaissance-là, aujourd'hui,
avec la fin du service national, on l'a perdu. Et dans le lien entre l'armée et la nation, c'est quelque chose d'important. Mais au-delà, si on gratte un peu et qu'on va au-delà de ça, j'entends la cohésion avec l'armée, la compréhension de ceux qui nous protègent, de tout ça, l'autorité, etc. Est-ce que ça peut aller encore plus loin et créer de la cohésion et de la mixité sociale? C'était vraiment le sens de ma première question, Laurence. Alors moi, je pense que la question mérite d'être débattue et je condamne vraiment le commentaire du Parti socialiste qui dit on court derrière l'extrême droite. Enfin, c'est ce truc qui veut rien dire, on court derrière l'extrême droite. Alors c'est quoi? L'armée, c'est l'extrême droite? Ceux qui défendent notre pays, c'est l'extrême droite? Mais enfin, je trouve ça scandaleux d'avoir cette posture stupide alors que c'est un débat qui mérite d'être tenu. Moi, personnellement, je pense que le problème est bien plus profond et que ça ne va rien résoudre malheureusement. Il y a des ruptures et des cassures dans le territoire qui sont telles que ce ne sont pas 6 mois à mobiliser, qui plus est nos militaires qui sont déjà vraiment très sollicités par les opérations Vigipirate et par plein d'autres choses. Donc, je ne suis pas totalement contre, mais ce n'est pas une réponse, si vous voulez, aux graves fractures que connaissent notre pays. Vous avez des jeunes qui, à 13 ans, sont à minuit, 2 heures du matin dehors, qui, à 15 ans, attaquent la police avec les kalachnikovs. Non, mais vous croyez quoi? Que parce qu'on va leur faire 6 mois de service national, ça va faire un lien dans le pays, etc. Je pense qu'il faut résoudre le problème de la jeunesse. Il faut résoudre le problème de la jeunesse bien en amont, qu'il faut vraiment aller voir ces jeunes qui sont abandonnés sur les territoires et qui sont livrés le traiter avant. C'est déjà trop tard à 18 ans. Maintenant, on peut peut-être recréer, comme vous le disiez, monsieur le sénateur, un lien, effectivement, entre les jeunes et les militaires. Ludovine de la Rochère, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Il y a quelque chose à Alors je crains que ce ne soit une idée pas réaliste. C'est-à-dire que le service militaire avait beaucoup d'avantages et d'intérêts sur le plan de la cohésion, sur le plan de la mixité sociale, et puis aussi sur le plan simplement social. C'est-à-dire que c'était un moment aussi où on connaissait la population des jeunes d'une certaine tranche d'âge, on savait le taux d'alphabétisation, le taux de diplôme, etc. etc. Et auprès d'un certain nombre d'entre eux, on pouvait mener des actions de formation ou tout simplement faire passer le permis de conduire, qui est quand même un passeport pour l'emploi dans bien des zones de notre pays. Maintenant que le service militaire a disparu et depuis 20 ans, je ne pense pas qu'il soit possible et réaliste de le remettre en place. Il y a les questions matérielles, on a vendu les casernes. On a l'armée maintenant on n'a plus l'équipement, est organisée différemment, etc. Et puis, la société est tellement fracturée, tellement divisée, tellement archipélisée, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, que je ne vois pas comment ce serait faisable. Déjà, il y a 20 ans, les jeunes qui devaient partir faire leur service, auquel on demandait du temps, de l'effort, qui n'était pas choisi, qui ne choisissaient pas l'endroit où ils s'étaient projetés avec du mal. On voit la difficulté de l'engagement alors, dans la plus longue durée. Je pense que ce serait très difficile à remettre en place et c'est bien dommage. Et pour rebondir sur ce que disait Laurence Saillet, je pense que c'est en amont qu'il faut agir et moi je redis éducation, famille. Valérie Gomez-Bassac, le simple fait que Michel Barnier, comme d'autres aussi avant lui, pose ça là, est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, il considère, lui comme d'autres, que le service national universel tel que mis en place par Emmanuel Macron, ça ne marche pas? Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Oui, c'est sans doute l'expression d'une opposition. Mais bon, moi, ça me fait sourire parce que c'est quand même la droite qui l'a supprimé, le service militaire. Donc on voit qu'ils sont quand même à court de propositions et qu'ils recherchent dans le passé de nouvelles. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est juste de montrer... C'est pas comme si En Marche n'était jamais revenu sur ses décisions. Non, mais en moment de la campagne, c'est ça qui fait sourire. C'était une erreur de Chirac. Non, mais je en plus, comme vous allez devoir récupérer l'électorat de droite, ne leur tapez pas trop dessus. Je parle des candidats à la présidentielle. Je parle des candidats là qui sont en train de présenter un programme et je parle dans le cadre d'un programme. Ce serait bien qu'il y ait des idées nouvelles. Voilà, je le maintiens. Je ne parle pas de la droite en général, juste de ces candidats. Maintenant, sur le service militaire, moi je fais partie de la génération où les garçons faisaient leur service militaire et c'est vrai qu'au moment des études, etc., on voyait que tous nombreux étaient ceux qui essayaient d'y échapper pour justement pas interrompre leurs études. C'était quand même compliqué. Donc en tout cas, le remettre dans les mêmes conditions, ce serait une catastrophe. Et en plus, l'objectif, qui pour le coup était un bon objectif, c'était de professionnaliser l'armée. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Donc ça ne correspondrait pas non plus aux besoins par rapport à l'armée. Maintenant, il y a le SNU. Développons le SNU, continuons, et qui a vocation justement à répondre à ces exigences de mixité. C'est un outil nouveau. Il faut continuer à l'appliquer et voir si ça fonctionne. Alors il faut l'encourager un peu plus, parce que 18 000, là où on en attendait 50 000, je crois, c'est quand même pas terrible, non? C'est-à-dire que c'est un peu le... Covid aussi, non Juste pour redire, on trouvera toujours,
il reste quelques minutes. Juste une phrase pour le service militaire. En fait, pourquoi ça a été suspendu, comme vous le dites? C'est parce qu'en fait, c'est les pistonnés qui n'y allaient pas. C'est-à-dire que quand vous aviez des relations, vous pouviez ne pas le faire. Et puis quand vous n'avez pas de relations, vous alliez faire votre service militaire. Ouais, mais cette injustice, cette inégalité, pour un certain nombre, c'était un apport qui pouvait changer leur vie et la suite de Ça leur vous a vie. passionné? Moi, je voudrais quand même qu'on ait un discours positif vis-à-vis de la jeunesse française. Parce que, certes, il y a une partie de la jeunesse qui pose des difficultés, mais on a aussi une belle jeunesse française, de jeunes qui sont généreux, qui sont altruistes, qui veulent faire des choses de leur vie. Et donc, si on s'adresse à toute une génération, c'est bien sûr pour s'adresser et pour réparer des problèmes sociétaux, mais c'est aussi pour donner des occasions à cette belle jeunesse française. Moi, je la rencontre au quotidien dans mes fonctions et franchement, il faut dire du bien à notre jeunesse. Réparer, c'est un beau verbe pour enchaîner avec ce qui suit, parce que le gouvernement a aussi à cœur de prendre des mesures pour améliorer la sécurité dans les stades et ces mesures, elles seront dévoilées sous 15 jours, c'est la promesse de Gérald Darmanin. Après, vous le savez, ces incidents qui sont survenus lors du match OL-OM. Sachez que l'auteur principal est jugé en comparution immédiate cet après-midi, donc on devrait avoir très bientôt des nouvelles de la peine dont il va écoper. Donc, je reviens à cette fameuse grosse réunion qui a eu lieu à Beauvau ce matin, avec Gérald Darmanin, 2 ministres directement concernés, toutes les instances du foot. Au sortir, 4 pistes se dégagent, on l'écoute. Nous avons convenu de travailler ensemble sur 4 sujets. Le premier est celui, évidemment, de la question sur l'autorité de M. le garde des Sceaux de l'interdiction des stades et des réponses. La question de la sécurisation même des stades. La question, évidemment, de la sécurité privée, puisque nous devons améliorer encore l'accès, si j'ose dire, et le contrôle à l'accès des stades. Et puis enfin, et sans doute la question la plus importante qu'on a vue dimanche, l'accélération du processus de décision de qui arrête un match, comment on arrête un match, quelle responsabilité pour arrêter ce match, et le rôle également du préfet, puisqu'il y a une question d'ordre public qui se pose lorsqu'on évacue des stades de 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 personnes. Voilà, précision. Donc, l'auteur principal des faits, ce jeune homme de 32 ans, le réquisitoire a demandé 6 mois ferme à son encontre. On n'a évidemment pas la peine encore, ça c'est le réquisitoire, on le rappelle. Société privée, renforcement de la sécurité, responsabilité des clubs, protocole à suivre quand on décide ou pas d'interrompre un match. On est dans le vrai ou c'est des mesurettes, là, Laurence Saillet? C'est déjà, de toute façon, des mesures qui améliorent la sécurité de manière générale. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Néanmoins, je pense que rien ne pourra empêcher une personne, un individu, d'agir de cette manière-là avec un projectile. Parce que sinon, vous enlevez carrément la bouteille d'eau, etc. Donc la sanction doit être vraiment exemplaire. Là, c'est vrai qu'il faut voir aussi le parcours de la personne. Bien sûr, il n'ira pas en prison, même s'il a 6 mois, parce que 6 mois, vous n'allez pas en prison. Mais il faut prendre les choses dans le contexte. Mais chacun doit savoir que c'est interdit et qu'on est lourdement sanctionné. Moi, je voudrais juste dire que ça, on ne le voit pas dans le rugby. Il y a quand même un problème avec le foot. Alors, les amateurs de foot vont me détester, mais c'est pas grave. Mais il y a parfois une sale mentalité chez les supporters et parfois chez les joueurs. C'est toujours là où il y a des problèmes de comportement de certains joueurs, des problèmes de comportement et de violence dans les tribunes. Et moi, je regrette, on parlait de la jeunesse. Quel message donner à la jeunesse? Normalement, le sport, c'est ce qui fédère, c'est ce qui rassemble, c'est le suivi des règles, c'est l'effort, c'est la récompense par rapport à l'effort. Et là, on se retrouve avec de la violence, là où ça ne devrait pas en être, et avec, bien sûr, une partie du public victime et une partie des joueurs victimes. Loïc Hervé, il y a un peu de responsabilité à porter pour les clubs, un peu peut-être de complaisance même de la part de certains. Le match a eu lieu dans ma région, puisqu'il a eu lieu à Lyon. Évidemment, l'autodiscipline, la responsabilisation des clubs et des supporters, vous venez de le dire, c'est fondamental. Et c'est là aussi que des sanctions doivent être prises, parce que cette personne, si elle prend 6 mois, tant mieux. D'ailleurs, j'aimerais que tous ceux qui balancent une bouteille d'eau sur quelqu'un en France prennent des peines de cet ordre-là. On pourrait avoir un débat là-dessus et un débat sur la peine et la manière dont elle sera purgée. En tous les cas, cette personne ne doit plus pouvoir rentrer dans un stade de foot. Et je partage sur la question du rugby. Oui. En tant que coprésident du 15 parlementaire, je vous assure que ce qu'on essaye de porter, y compris dans la préparation de la Coupe du Monde de 2023 en France, c'est bien au-delà même du sport, des valeurs de fair play, de respect de l'adversaire qui sont essentielles. Non, même pas seulement dans un stade de foot, mais dans la société. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Donc il faut de l'exemplarité
et de la responsabilisation des clubs de On ne sport. pourra pas fouiller à fond, de fond en comble chaque sac. Donc, il faut que la sanction soit dissuasive, c'est ça l'idée. Oui, le message. là, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire que le sport doit rester un modèle. C'est important pour les jeunes. C'est une distraction, c'est un investissement, c'est un engagement. Et il faut que ça regarde des valeurs nobles. Et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille en ce sens-là. Donc, c'est déjà bien que tout le monde soit autour de la table pour discuter des sanctions. Parce qu'il faut que les sanctions soient acceptées aussi. Je pense que c'est important. Donc, c'est une bonne chose. Ludovine de la Rochère, pour le mot de la fin. C'est affligeant tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ça? Pour être vraiment très sincère, je connais vraiment très mal le monde des stades. Je présume que les responsables, experts, etc., devraient pouvoir trouver les moyens d'éviter au maximum ce genre d'accident. Alors, cela étant dit, moi je me souviens qu'il y a quelques années, on a interdit les canettes et l'alcool dans les stades, et maintenant on en est à se dire, est-ce qu'il va falloir interdire toutes les N'importe formes quel de bouteilles projectile potentiellement et voilà. une arme à destination. Mais honnêtement, pour ma part, j'ai pas la bonne solution. Pas de problème, c'est dommage, 16h43, on aurait pu avoir cette comparution immédiate dont la sanction tombe dans notre créneau, comme ça on aurait pu la commenter, mais bon, évidemment, on va surveiller ça avec beaucoup d'attention, on n'a pas fini d'en parler, et puis la réponse, ce sera sous 15 jours, on aura des nouvelles à ce moment-là de Gérald Darmanin. En attendant, je vous invite à regarder l'antenne, merci à tous les 4. Punchline, ça continue sur CNews, ce sera avec Laurence Ferrari, bien sûr, dans quelques minutes, et moi je vous retrouve avec grand plaisir demain, 15h30.